Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de La Bière Patrie Déguste. Je voudrais saluer notre cher Zitolo qui nous fait l'honneur d'être à nouveau à nos côtés. Bonjour, mon cher Laurent. Salut Karetch, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très très bien. On a fait un peu la fête hier, mais là, on est prêt, on redémarre, on va redéguster des boissons houblonnées. Il faut combattre le mal par le mal. C'est ça. Et Dieu seul sait qu'on s'est fait du mal. Aujourd'hui, nous allons parler de bière typiquement belge et on peut même parler de style typiquement belge à l'origine. Laura, est-ce que tu peux nous dire de quel style nous allons parler ensemble dans cet épisode? Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler des bières saison. Et ne pas confondre avec les bières de saison, oui. Mais bien les bières de style saison. C'est bien ça. Toi, Laurent, quand on te dit bière saison, tu t'attends à avoir quoi dans le verre? Bah, déjà, une bière rafraîchissante. Oui. Donc, je pense que tout est dans le mot du style déjà. Oui. Puis pour connaître un peu le style, plutôt une bière blonde, un peu sèche, avec une amertume et une belle effervescence pour que ce soit bien rafraîchissant. C'est ça, oui. On est d'accord. Moi, j'ai aussi parfois sur certaines bières saison un nez un petit peu étable, mais voilà, c'est. On peut avoir un petit côté ferme aussi, oui, un côté épicé aussi, vraiment typique des levures qui sont utilisées dans ce style de bière. Exactement. On va aujourd'hui déguster, je pense. La référence, en tout cas la première du style, on va dire. Je sais pas si c'est la première du style, mais en tout cas celle qui a redoré un peu ses lettres de noblesse à la saison. Oui. Oui, je dis la première du style, mais c'est celle qui est toujours en référence. Voilà, celle qui est devenue la bière référence pour le style de saison. Ouais. C'est bien ça. Donc on va aujourd'hui déguster la saison du pont. Et alors, pour ne rien vous cacher, mon cher Zitolo nous a ramené à nouveau les bières du magasin. Et je lui avais demandé s'il y avait moyen de prendre également la saison du pont biologique pour pouvoir faire la comparaison entre les deux. Donc on ne va pas déguster une seule bière, mais bien deux. Tout à fait. Les deux saisons qui sont relativement différentes quand même. Oui. La différence n'est pas que au niveau des ingrédients bio utilisés. D'accord, ok. On va goûter ça ensemble. Ce que je te propose, c'est tu fais une, moi je fais l'autre de l'autre côté. Hop là. Ouais, le pchit, il est bien là. Alors, si c'est pas beau ça. Hop. Petit échange de verres. C'est ça, on se croise. Alors, pour ne pas se tromper, on va mettre la classique à gauche. Voilà, c'est ça. Et la bio à droite. À droite, ouais. Donc, on remet là devant. Voilà. Désolé, on manipule, on a inversé deux en même temps. Écoute, je te propose de regarder déjà les couleurs entre les deux. C'est sensiblement les mêmes couleurs. Hein. C'est sensiblement les mêmes couleurs. Peut-être un tout petit peu plus clair pour la biologique. Rien plus clair pour la bio. Par contre, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est quand même au niveau peut-être de l'effervescence. Oui. Bien que... Ouais, laquelle pour toi Pour moi, la bio, en tout cas, ça se voit assez net au niveau de mes deux verres, ça se voit assez net que c'est la bio. Plus de pétillance maintenant. Ça. Regarde, si je sais pas si tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, les bulles sont peut-être légèrement plus fines sur la classique et un peu plus épaisses sur la bio. Ouais. Donc relativement similaire quand même. Je ne sais pas. Les mouches sont quasi identiques. Oui. La même structure de mouche, c'est la même couleur. Elles tiennent bien dans le verre. D'habitude, dans ces petits verres-là, évidemment, on ne sait pas servir
comme des sauvages. Donc c'est vrai que la mousse n'est pas toujours ultra présente. Ici, c'est une des caractéristiques des saisons aussi, c'est d'avoir une belle mousse qui se tient bien et une belle effervescence. C'est ça. Et du coup, l'effervescence qui vient renourrir un petit peu la mousse, donc elle se tient bien. Je propose de mettre le nez dans la première. On prend la normale. La classique d'abord, ouais. Pour se faire le palais. Alors, j'ai quand même tout de suite, moi, un nez maltais et limite biscuité. Je sais pas, biscuité, je sais pas si ça se dit, mais je ne sais pas si tu as ce nez-là. Alors, effectivement, j'ai un petit nez céréalier. Ouais. Limite un peu croûte de pain, je sais pas. Oui, croûte de pain frais. Ouais. Très agréable au nez. Un peu moins. On a quand même légèrement épicé aussi. Ouais. Et par contre, on n'a pas du tout le côté houblonné. Non. Par contre, un peu discret. Oui. Un peu les esters de la levure. Très légèrement, mais je trouve que ça vient derrière ce côté pain. Derrière le côté pain, ouais. Ouais, derrière ça on en a parlé. Mais en fait, très, très agréable au nez. Est-ce qu'on, avant de goûter, est-ce qu'on sent l'autre, oui, pour faire la différence? Alors, vas-y. Là, chez moi, le côté pain est beaucoup plus discret. Exactement. Par contre, on a un côté, je veux dire, floral ou Exactement. Qui est un peu plus développé. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Pardon, je te coupe un peu, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que pour le coup, on se rapproche plus de la saison sur cette version. Oui. C'est vrai que le côté paix sur celle-ci et enfin sur la classique, parce que je le montre, mais évidemment en audio vous ne me voyez pas. C'est vrai qu'elle est le côté vraiment croûte de paix est assez intense, je trouve. Je ne sais pas la date. Généralement chez Dupont, c'est des dates qui sont assez longues. Hein. On a oui. des... c'est plus par rapport à la fabrication. En fabrication, on n'a pas l'année dessus. Par contre, la classique, on est sur une DLU de juillet 2026. Moi ici sur la biologique, c'est août 2025. Donc, hop, je vais les remettre dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si ça impacte. Probablement qu'au niveau des ingrédients bio, peut-être qui de ce fait ça se conserve un peu moins dans le temps. Oui. C'est vrai que on n'a pas. Je ne me suis pas posé la question avant. Ce serait peut-être une information à savoir. Ça, à creuser. Ouais, s'ils ont les mêmes dates sur la classique ou la bio. Bah écoute. Peut-être que si les auditeurs ont la réponse, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire ou nous envoyer un petit message. Évidemment, ça ferait plaisir d'avoir l'interaction avec vous. Donc c'est vrai que n'hésitez pas si vous avez l'info. Merci pour ce petit rappel, c'est bien gentil. Je te propose de goûter la classique pour commencer. Allez, on va goûter ça. Santé à vous. Santé. Alors, moi je la trouve quand même relativement. Alors je sais que ce n'est pas directement lié au style, mais quand on la prend dans la première bouche, enfin tout au début, elle est quand même relativement ronde. Elle est, je veux dire, on a quand même de la matière en bouche. Par contre, dès qu'on l'a avalé de quelques instants, là l'amertume vient se marquer et c'est vrai que ça s'assèche un peu plus dans la bouche. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Vraiment ce côté asséchant, ce côté épicé, oui. qui est fort présent, plus qu'au nez. Oui. On perd un peu le côté céréal tout en gardant quand même un peu la structure, mais voilà, on a vraiment ce qu'une saison doit exprimer en termes de goût. Donc vraiment le côté épicé, oui. Le côté rafraîchissant. On est sur une bière à 6,5 en degrés d'alcool, donc il y a quand même la matière derrière. Et ça reste peut-être
un peu trop puissant en termes d'alcool pour moi pour dire vraiment que ce soit rafraîchissant. Oui. Moi, ça, c'est vrai que ça ne me gêne pas. Maintenant, enfin, on aura l'occasion d'en reparler probablement plus tard, mais c'est vrai que historiquement, c'était normalement pas des bières très fortes en alcool. Hein. Je ne sais pas si on en parle en deux mots déjà un petit peu maintenant. Au niveau de l'historique, on est plus sur des bières entre 4,5, 5,5 maximum. C'était plus cette tape-là C'est ça, oui. qui était destinée à des ouvriers qui travaillaient Dans les champs. dans les champs, dans la ferme. C'est ça. Voilà. Mais surtout, le but c'était que, à cette époque-là, la bière c'était quand même plus safe que l'eau. Ouais. Et pour remercier aussi les gens qui travaillaient, c'était une boisson qui en même temps légèrement nourrissante. Voilà. Donc, il fallait qu'ils puissent continuer à travailler aussi après. C'est ça. Donc, Donc le but c'était pas de faire des bières à 10 degrés. c'est ça. Enfin, si on voulait qu'ils travaillent correctement après. C'est ça. Après, c'était pas, c'était destiné à être bu fin de journée, hein, donc évidemment pas à midi. Mais voilà, oui, avoir les idées claires le lendemain matin, c'était mieux quand même. Je viens de reprendre un petit coup comme ça en bouche. Je trouve que l'aspect floral dont on parlait dans la biologique, donc celle qu'on n'a pas encore goûtée, se révèle un tout petit peu. Je trouve que ça amène aussi un petit peu de fraîcheur dans cette bière. Je ne sais pas si toi forcément tu le retrouves, mais moi je trouve ça agréable. On ressent le côté houblonné. Oui. On est vraiment sur le côté pas trop aromatique, mais plutôt Ouais. le côté un peu herbacé, Ouais. herbacé floral d'un houblon qui va apporter de l'amertume et de la fraîcheur. Ouais. Et alors par contre, on a vraiment cette pétillance en bouche qui visuellement, en tout cas chez moi, était un peu moins présente, mais en bouche est assez présente. C'est vrai que dès qu'on la met en bouche, on le sort. On sent que ça pétille Ça picote. sous la langue. C'est ça. Ça picote légèrement, c'est vrai. On goûte la bio ? On va comparer avec la bio. Allez, sortez à vous. Hein. Santé. Donc celle-ci est à combien ? Elle est À 5,5. 5,5, un peu plus légère. Je trouve que ça se ressent un peu. T'as pas cette impression-là Que ce soit plus léger ? C'est légèrement. Oui, Ouais. on sent que c'est un peu moins rond. Oui, c'est ça. On a un côté très fruité au niveau des agrumes, un côté très citronné qui est présent. Et je trouve qu'elle est plus... Le terme est peut-être pas bon, mais plus accessible. Elle est moins... Pour moi, elle est plus rafraîchissante. Elle Ouais, est c'est vraiment plus dans la conception de on boit une bière rafraîchissante Oui. au travail. Voilà, c'est... Quand je dis accessible, c'est parce que c'est moins... Il y a moins de caractère... Il y a moins le côté maltais. Il y a une légère acidité qui est un peu plus rafraîchissante. On parle pas d'acidité de gueuse, hein, évidemment. Oui. Une petite acidité un peu citronnée qui est là. C'est très chouette, c'est très frais. Oui, je suis content d'avoir demandé pour goûter les deux vraiment une à côté de l'autre, parce que c'est je trouve relativement différent. C'est deux bières totalement différentes, hein, clairement. Ouais, je viens de regoûter la classique et c'est vrai qu'elle attrape plus, elle nous chope plus. Je sais pas si choper est le bon terme, mais Le côté épicé un peu plus présent dans la première, dans la classique. Oui. Il est un peu moins ici. Le côté levuré s'exprime un peu moins dans celle-ci. Oui. Mais le côté floral un peu houblonné s'exprime un peu plus et l'acidité un peu fermière s'exprime un peu plus dans la bio. Mais en tout cas, vraiment chouette les deux comme ça, une à côté de l'autre. N'hésitez pas à le faire. En plus, c'est des bières qui se trouvent facilement. Facilement. Dans tous les cavistes, ils ont probablement les deux versions. Bah oui. Enfin, en tout cas, moi, je crois que je les ai toujours vus dans tous chez tous les marchands chez qui j'ai été. Alors, on peut vous dire
qu'elle a de la pétillance parce que pour utiliser mon bon terme, les rototos sont sont de la partie. Pour digérer, ça peut faire le job. Hein. Tu parles de la bio, pour moi elle est quand même plus pétillante que l'autre hein, en bouche. Alors du coup, je suis passé d'une à l'autre, donc je ne sais pas laquelle a réellement fait le job, que si je peux dire, mais oui, elle est probablement un chouïa plus. Et encore, je t'avoue que je goûte. Je suis désolé, je fais ça en même temps que je parle, mais. Eh ben moi, je trouve que la classique est bien aussi. C'est ça, c'est celle-là que tu dis est plus pétillante ou c'est la. Pour moi la bio est légèrement plus pétillante que D'accord, ok. que la classique. Alors moi j'ai l'impression du contraire, mais Après, je n'assure pas. comme je dis chaque fois, chaque palais est différent et tu peux ressentir les choses. Exactement. Est-ce que tu savais que cette bière, elle est pas toute jeune, hein, la ferme qui deviendra plus tard une ferme brasserie, elle est relativement ancienne. Elle date de 1759. À cette époque-là, on n'y brasse pas encore de bière, hein, donc c'est typiquement une ferme. C'est en 1844 qu'elle deviendra ferme brasserie. Et on y brassera des bières de miel et des bières de type saison, donc du coup ce qu'on vient de goûter. À cette époque, la brasserie n'appartenait pas encore à la famille Dupont, mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Est-ce que tu savais que la saison Dupont a été sauvée d'une manière par une autre bière? Je ne sais pas. Non, mais tu vas me l'expliquer. Je suis sûr que tu le sais. C'est pour les auditeurs que tu fais ça, mais je suis sûr que tu le sais. En fait, après la guerre 40-45, la Pils était très demandée. Plein de petites brasseries n'ont pas survécu à cette vague Pils, mais la brasserie Dupont a eu la très très bonne idée de créer la Pils. Alors je sais pas si on dit Redor ou Redor, mais la Redor. Redor, hein, qui va lui permettre de s'en sortir, hein, tout simplement. Donc on peut considérer que la Pils Redor a sauvé la saison. A redoré l'être de noblesse de la brasserie Dupont. C'est ça. Et alors, pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas éventuellement, cette pile c'est toujours brassée au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, fait partie du top 10 des pils belges. Ouais. Tu l'apprécies c'est très très chouette comme pils. Ouais. Et vous la vendez au magasin? Oui. Ouais. Elle part bien? C'est moins connu, donc forcément les gens sont tellement ciblés sur des grosses marques qui font beaucoup de marketing que c'est plus compliqué. Ouais. Mais on se doute bien. Mais voilà, vous voyez probablement de qui on parle. Ouais, évidemment. Ouais. Nos chers grands groupes. Après, on ne ferait rien sans eux non plus. Hein. Ah oui, alors je veux pas cracher dans la soupe non plus, mais voilà, c'est pas spécialement eux qu'on met en avant ici dans le podcast, même si on n'a aucun problème à en parler. Est-ce que tu ne voudrais pas nous parler de musique Alors, je suis fan de musique, et alors je suis fan de Michael Jackson. Mais bon, c'est pas de ce Michael Jackson là que je vais vous parler. Oui, on se sent toujours obligé de faire la distinction, de bien expliquer que c'est pas les chanteurs dont on parle. Au niveau historique, au niveau des saisons, avant, t'en avais un peu dans toutes les fermes. Hein, puis après, il y a eu la révolution industrielle qui a un peu changé tout ça. Et toutes les brasseries sont un peu améliorées, se sont un peu évoluées pour pouvoir vendre leur production. Et comme tu le disais, après la pile ça a inondé le marché. Oui. Et donc c'est vrai que les bières de type saison ont un peu perdu la cote. Et il y a eu un renouveau du style
qu'on doit évidemment comme souvent aux Américains. Oui. Et donc un certain Michael Jackson qui est venu dans les années 70 en Belgique. Toujours pas le chanteur. Et qui a toujours pas le chanteur. Et donc qui a fait même un livre sur la saison du pont. Donc si vous êtes amateur de lecture brassicole, n'hésitez pas à consulter son livre. Et donc ce beer trotter, comme on peut appeler ça, beau terme, a ramené cette saison du pont aux États-Unis dans le début des années 80. Et donc c'est à ce moment que les États-Unis ont beaucoup développé aussi le style de bière saison. Et on peut maintenant retrouver ce type de bière sous le nom de Farmhouse. Ouais, c'est bien ça. Farmhouse. On en trouve aussi. Alors désolé, je parle chaque fois du magasin, mais c'est parce que j'ai en toi une source de d'informations, donc vous avez des références comme ça, ça fonctionne aussi, Farmhouse. Alors c'est un peu plus compliqué forcément à vendre parce que les gens dans le magasin n'ont pas l'info toujours de savoir qu'une Farmhouse c'est une bière saison. Donc on est évidemment là pour les conseiller, les diriger vers ça. Mais oui, voilà, c'est après un style réapproprié à l'américaine. Donc voilà, c'est un peu plus d'alcool, un peu plus de houblon, un peu plus d'amertume, un peu plus de sécheresse. Donc on reste sur une saison, mais on va dire bodybuildé. C'est ça. Je vais pas dire mieux parce que c'est pas le cas. Je veux dire chaque style a ses qualités et ses défauts, mais voilà, on reste sur un style qui est comparable. On pourrait dire que toutes les Farmhouse sont des saisons, mais que toutes les saisons ne sont pas des Farmhouse. D'accord. Je reviens sur ce que tu as dit, si tu me le permets, par rapport au tout un peu plus. C'est quand même bien connu. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que entre les États-Unis et je vais dire plutôt l'Europe en règle générale, mais c'est vrai que Belgique, France et tout ça. C'est connu qu'ils ont toujours un peu plus, même sur les boissons sucrées, en règle générale, c'est toujours plus sucré. Après voilà, ils se réapproprient les styles et ils en ont sauvé pas mal. Hein. Ils ont sauvé les saisons, entre guillemets. C'est eux qui ont redoré un peu les lettres de noblesse de l'IPA. Exactement. Faut rendre à César ce qui est à César. Ouais. Mais voilà, il faut être bien conscient que oui, c'est chaque fois un peu plus. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Hein. Je veux dire, il y a des amateurs de ce genre de bière aussi, donc j'en fais partie aussi. Donc. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à notre monsieur Michael Jackson. Non, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, voilà, comme je disais, il a créé un livre très intéressant sur les saisons, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et alors, tant qu'on est dans les livres, il n'a pas fait que celui-là, donc. Non, oui, c'est ça, on en a fait plein. Hein. Mais je veux dire, vraiment, c'est surtout pour celui-là qu'il est surtout reconnu ici chez nous. Oui. Alors, je voudrais qu'on présente un tout petit peu la brasserie, qu'on parle un tout petit peu de la brasserie Dupont. Donc, je reviens vite sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais 1759, la ferme. 1844, ça devient ferme brasserie. Mais alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le nom Dupont. Et alors, je ne l'ai évidemment pas connu, mais c'est ce cher Alfred Dupont qui, ne voulant pas laisser partir son fils au Canada, lui a racheté cette ferme brasserie. Et donc Louis Dupont, en 1920, a commencé à brasser cette fameuse saison Dupont. Donc voilà, ils ont repris la recette de base et bon, elle porte maintenant ce nom-là. Je vais pas faire toute l'historique avec tous les noms et toutes les générations, mais quelque chose peut-être à savoir, c'est que c'est la 4e génération de la famille Dupont qui
qui est aujourd'hui à la tête de la brasserie. Donc voilà, ça fait déjà un bout de temps. Alors je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi je trouve ça toujours chouette d'avoir quelque chose qui reste dans le temps et dans la famille. Je trouve ça toujours très chouette. Voilà, je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose par rapport à ça. On a parlé de la Pils tout à l'heure. Moi, j'aimerais parler de certains aspects de la bière. J'ai entendu le brasseur dans un reportage, pour ne pas vous le cacher, sur YouTube, qui expliquait en fait que la bière dans les 6 premiers mois va très fort évoluer et elle va en somme s'assécher parce que il reste toujours des sucres dans la bière et pendant ces 6 mois-là, enfin environ en tout cas, hein, je ne dis pas qu'il y a 5 mois et demi, ce ne sera pas terminé, mais les levures vont continuer à manger les sucres. Et alors il annonce aussi dans cette interview-là que entre 6 et 18 mois, la bière va vraiment prendre en complexité. Donc si vous avez des saisons du pont chez vous, n'hésitez pas à les stocker et à les garder à l'abri de la lumière et de l'humidité, évidemment. Mais vous pourrez comme ça éventuellement faire une comparaison avec une que vous achèterez au moment de déguster l'autre et vous pourrez faire la distinction entre les deux. Une petite chose à savoir également, la souche de levure qu'ils utilisent a été isolée 20 ans après la reprise de la ferme brasserie. Donc c'est la même souche qu'ils utilisent depuis 1940. Excusez-moi, je devais tousser. Et alors, une chose que j'aimerais aussi évoquer, c'est la forme des fermenteurs. Habituellement, on a, alors c'est pas dans toutes les brasseries, mais on voit souvent ça en tout cas quand on visite une brasserie. Je bois un petit coup parce que je vais suffoquer. Pardon, excusez-moi. On voit souvent les fermenteurs qu'on appelle cylindro coniques. Qui termineront en poète là en dessous. Je suppose que vous voyez bien ce que je veux dire. Eh bien ici, chez Dupont, c'est pas du tout ce type de fermenteur là, pardon. Ils sont plutôt à fond plat et c'est plutôt des parallélépipèdes rectangles pour utiliser un terme. Et alors ils ne mettent pas de la bière sur la hauteur, donc il y a toujours au maximum apparemment 1 mètre de bière de haut. Donc on va dire que ça s'étale plus en longueur et en largeur plutôt qu'en hauteur. Et alors il nous indique en fait que ça permet à la levure de ne pas subir la pression de la hauteur et ça permet à la levure de produire plus d'ester qui pourra se donner dans la bière. Donc la levure produira plus d'ester. Voilà. Je trouvais que c'était une information à donner parce que c'est relativement rare. Je serais curieux de savoir si. Par contre, ça doit prendre énormément de place. Alors de mémoire. Ou alors ils sont superposés les uns sur les autres, mais. Alors de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai jamais été visiter la brasserie. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Ils font des visites. Mais de ce que j'ai pu voir, non, ils sont mis. Pas en hauteur, quoi, accessible. Les uns à côté des autres. Oui. Et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Voilà, celui que j'ai vu avait l'air incrusté, en tout cas avait l'air incrusté dans un mur. Je ne sais pas, je sais pas du tout l'accès qu'il y a, mais voilà, c'est vraiment typique chez eux. Je serais curieux de savoir si d'autres brasseries utilisent ce type de fermenteur là, et si c'est pour la même raison. Donc voilà, je rebois un petit coup cette fois-ci d'eau parce que j'ai la gorge qui gratte.
Alors, mon cher Zito, Lo, j'allais oublier Lolo. Est-ce qu'on ne passerait pas à cette rubrique c'est quoi ce style? La rubrique BJCP. Exactement. Donc, je vais te laisser nous expliquer le style. Et Donc, juste petit rappel, le BJCP, c'est vraiment l'organisme qui classifie les styles de bière, qui a été organisé par les Américains. Donc dans le BJCP, on retrouve la famille 25B pour la famille des bières de saison. Et alors, on va constater un IBU entre 20 et 35. Un EBC, on va dire que on va être de blonde pâle à ambré foncé. On va aller de 5 à 22 maximum. On va être sur un taux d'alcool pour les saisons standards de 5 à 7 maximum. Bien qu'on puisse en trouver à partir de 3,5 et d'autres, les super saisons qu'on va trouver jusqu'à 9,5. Mais voilà, les saisons standards vont généralement se situer entre 5 et 7. Oui. Si je peux me permettre, je dis peut-être des bêtises, mais par rapport à la couleur, c'est ici donné en SRM. Est-ce qu'il faut pas faire plus ou moins le double, pardon, pour le BC? Il n'y a pas vraiment de calcul. C'est moi. Pardon, je vais perdre la gorge, je vous le dis. Il est possible. je vais vous laisser, je vais aller m'en racheter une. Il me semble que la différence n'est pas très grande. Pardon. Excuse-moi, je t'ai interrompu par rapport à ça. Je vais aller vérifier tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Ouais. Alors pour moi, j'ai ça en tête. Alors c'est pas exactement le rapport à deux quoi. Mais effectivement, une petite conversion à faire. Ouais. Ça, c'est toujours le problème. On en parlait tout à l'heure. Côté américain, côté européen, on a du mal à... On est quasi, oui, effectivement, sur du x2. Ouais. Donc voilà, ici, c'est vrai que dans le BJCP, il l'annonce en... Ouais, CRM, donc on va être, oui, de 10 à 40 au niveau de l'OBC. Ok, super. Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu pour ouais, ça. T'as bien fait. Pas dire de bêtises. Donc, ce qu'on peut retenir peut-être de l'attribut du style, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, on va être sur des bières plutôt sèches, épicées, avec une belle mousse, une belle effervescence, pardon. Et le but est que ce soit vraiment rafraîchissant. Oui. Donc, au niveau de l'historique, c'était des bières qui étaient brassées à l'époque pour les ouvriers qui travaillaient dans les fermes ou en extérieur. Et donc, voilà, le but, c'était vraiment qu'ils soient pas stonnés au bout de 2 bières et qu'ils puissent encore retravailler le lendemain. On a quand même des bières phares du style. Oui. On en a parlé au minimum une. Oui, c'est ça. Donc la saison du Pont, mais on peut retenir aussi la saison Saint-Feuillin, la saison de Silly, la saison de Dautigny. Donc c'est toutes des bières que vous pouvez situer facilement au niveau du Hainaut de base. Et après, d'autres régions ont réinterprété un peu ce style. Hein. La saison de la brasserie mine, l'Ardenne saison est très très bien aussi, un peu piquante. Oui. C'est pas mal. Si je ne me trompe pas, on en avait bu une avec Kevin dans l'épisode avec le beer pairing. Et celle-là, je crois. La brasserie de Blougie. Non, c'était quelle brasserie tu avais Non, brasserie mine. Ah, brasserie mine, ouais. Et je me demande si celle-là n'avait pas sonné un peu plus étale justement. Ouais. Si, c'est vraiment un peu plus fermier. C'est ça, oui. Plus acidulé. Fort agréable aussi. Tout à fait. Qu'on soit bien d'accord. Et j'ai oublié de parler de la brasserie de Blougie aussi, qui est vraiment très, très représentative du style. On va peut-être en parler. On peut peut-être même en déguster. Même en déguster. Ouais, on spoil un petit peu.
Mais ça va arriver. Juste avant la deuxième dégustation, moi j'avais une petite brève à dire comme ça entre les deux dégustations. En 2022, selon le rapport des brasseurs belges en Belgique, on consommait, attention accrochez-vous, et pourtant on n'est pas les plus gros buveurs, on est loin derrière la République tchèque, mais on buvait presque 7 millions d'hectolitres. Alors si vous voulez le nombre exact, c'est 6 933 507 hectolitres. Par contre, on exportait, ils boivent plus que nous, 16 390 000 hectolitres. Donc c'est pour vous dire juste que la Belgique exporte beaucoup plus que ce qu'on boit. Donc si un jour on ferme les frontières, on va se retrouver avec 70% de bière. Un stock faramineux. Va falloir se réveiller les gars, parce que Après c'est normal, hein, la Belgique est un petit pays, donc au niveau nombre d'habitants, je pense qu'en fait il faudrait faire le calcul plutôt de consommation par habitant pour vraiment avoir une comparaison par rapport aux autres pays. Mais justement, alors je sais plus exactement je sais que la République tchèque est au-dessus, est première. Je pense que les Allemands aussi sont au-dessus de nous. Nous on arrive quand même bien derrière. Mais bon voilà, on produit plus que ce qu'on boit en tout cas. Je voudrais aussi parler, c'est un petit détail, mais les contenants pour les bières. Le contenant le plus utilisé en Belgique, c'est forcément la bouteille. Vient derrière la canette. Alors moi, je dois bien t'avouer que je pensais quand même que les fûts allaient batailler plus que ça, mais c'est d'abord la canette. Et puis les fûts, et alors en tout dernier, on a ce qu'on appelle les one-way. Donc c'est des contenants à usage unique. Donc voilà, c'est bel et bien la bouteille qui reste largement au-dessus. Et je tousse toujours. Je ne sais. Je pense que la canette va faire son petit bonhomme de chemin quand même. Ouais. Alors là, évidemment, ils n'ont pas encore sorti enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvé, mais je pense qu'ils n'ont pas encore sorti le rapport 2023. Donc ici, c'est toujours le rapport 2022 dont je vous parle. À mon avis, plus on va avancer, et c'est normal, plus on va aller vers plus ça va se rééquilibrer. Je pense que la canette un jour va vraiment détrôner la bouteille. Alors, je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais je ne sais pas si c'est la bière ou ma gorge la plus sèche aujourd'hui. Mais là, je vous promets. Dis-moi, t'as juste soif et que tu veux que je te serve, ça sera plus facile. Hein. Oui, aussi. Alors, de nouveau, j'ai bu assez d'alcool pour tout le mois ici, rien qu'hier, mais je ne suis pas contre déguster une petite bière suivante. Donc, la bière que nous allons déguster. Bière bouchon champagne, hein, on peut le dire comme ça. Et poc, oh le magnifique bruit. Ceux qui nous regarderont verront peut-être déjà la bière que c'est. Ici à l'audio, je vais vous la présenter. C'est la Vermontoise, si je ne m'abuse. Bière collaboration. Donc c'est une collab entre la brasserie dont on a parlé tout à l'heure, la brasserie de Blogy, et la brasserie américaine Hill Farmstead Brewery, qui est, je vous le laisse deviner, dans le Vermont. D'où le nom, je suppose. Je n'ai pas parlé avec le brasseur, mais je suppose bien que c'est ça. Alors, au nez, je ne sais absolument pas, mais au visuel, en tout cas, elle est déjà beaucoup plus trouble que... Beaucoup plus trouble et plus clair. Oui, c'est ça. On est plus sur du paille ici, je trouve. Ouais, c'est vraiment jaune paille, assez clair. Une mousse qui tient tout pareil que pour la Dupont. Oui. Et alors, malgré qu'elle est plus trouble, on voit quand même
l'effervescence qui est quand même, alors malgré c'est des toutes fines bulles, Ouais, on la voit bien présente, en tout cas. elle est bien là. Mousse bien blanche aussi, immaculée. Alors toi il te reste un peu moins, mais moi sur mon verre on le J'ai voit. servi un peu mieux dans ton verre. Tu t'es appliqué pour moi. Je suis ému. Tu es ému. Je suis ému. Non, super belle mousse qui est quand même relativement dense ici dans mon verre. On la met au nez. Alors peut-être un peu moins présent que sur la saison du pont, mais j'ai aussi ce côté un peu paix. Je ne sais pas si tu l'as. Ouais, mais là, on est moins sur croûte de pain, on est plus vraiment côté un peu pain blanc, plutôt mi-pain. Ouais. C'est un peu plus vert. Ouais. Et par contre, là, on a quand même un côté floral qui s'exprime bien. Ouais, c'est chouette. Déjà au nez, on a l'impression que ça va être rafraîchissant. Bon ben, Santé. santé à vous. Santé. Alors, de suite, je trouve qu'on sent la pétillance est bien présente. Celle-ci, est-ce elle est à l'épeautre, celle-ci? Non, je pense pas. À base d'épeautre. Ah oui, épeautre. Pardon, je te laisse regarder parce qu'à mon avis, tu as des meilleurs yeux que moi. Malte d'orge, houblon américain. Voilà, donc, a priori, c'est les houblons de la brasserie américaine qui ont été utilisés. Oui. Alors, juste un petit mot, on va pas spécialement présenter toute la brasserie, mais brasserie de Blogy. L'histoire commence en 1988 par un monsieur qui s'appelle Pierre-Alex Carlier. Et alors, une madame, ça j'ai pas très bien compris, Marie-Robert Pourtois, si je ne me trompe pas. Mais alors apparemment on la surnomme Marie-Noël, parce qu'il y a Marie-Noël entre parenthèses sur leur site internet, donc je n'ai pas bien compris. Bon, enfin voilà, c'est ces deux personnes qui sont à l'origine de la création de la brasserie. Depuis 2000, ça a été repris par les fils. Je pense qu'il y a un fils qui s'appelle Kevin et l'autre qui s'appelle Cédric. Kevin s'occupe de la brasserie, c'est lui qui est aux commandes de la brasserie. Il est brasseur. Et Cédric a ouvert le restaurant, le Fourquier, qui est juste en face de la brasserie. Donc voilà, c'est pour synthétiser, mais je voulais quand même dire un petit mot sur la brasserie. Oui, et le papa vient encore faire les dégustations quand on fait les dégustations dans les shops. Oui. En tout cas, pour ce qu'il avait fait chez nous, c'était le papa qui était venu faire la dégustation, donc il participe encore à la vie de la brasserie. Ouais, mais c'est chouette d'avoir justement le créateur comme ça, de pouvoir échanger avec lui. Il est déjà venu plusieurs fois faire des dégustations. Alors, il est déjà venu chez nous, il est déjà venu chez Delsar, le magasin à côté, il est déjà venu... c'est lui aussi qui était là lors de la Cité de la Bière, le festival à Liège, qui tenait le stand, donc voilà. Oui. Il est encore... Je cogne les verres. assez actif. Oui. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on regoute un petit coup? On va pas laisser ça se réchauffer. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ouais, très, très chouette. Elle paraît... alors, je sais pas si c'est le côté épeautre qui fait ça. Elle paraît quand même aussi un peu gourmande quand on l'a en bouche. Ça va amener un peu de structure, de toute manière. Oui. Mais ça va en même temps être plus peintable aussi. Mais très chouette aussi. Alors je t'avoue que moi je l'avais jamais dégusté. Je sais pas si toi tu l'avais déjà bu. Oui, je l'ai déjà utilisé en atelier. Et alors là, on est entre les deux. On est à 6 en degré d'alcool, donc on est vraiment entre la saison bio et la saison classique de chez Dupont. Oui. Et alors on voit, vous ne le verrez pas évidemment à l'audio, mais on voit
les belles traces de levure sur la bouteille. Oui. À savoir que chez Dupont et chez Blogy, les bouteilles, une fois qu'elles sont remplies, elles sont conservées, couchées. Oui, très important. Tu fais bien de le dire. Pour justement aussi que la levure soit moins stressée et que la pénétration. Ouais, et je pense aussi, comme il rajoute une infime partie de levure dans la bouteille, je pense que quand on couche la bouteille, il y a un plus d'échange entre oxygène et ça lui permet de se démultiplier voilà, c'est ça. plus rapidement. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est une info qui est relativement importante à savoir. Et donc c'est pour ça que vous trouvez des traces blanches. Je vais essayer de montrer à la caméra des traces blanches sur la bouteille. C'est bien ça. Vous retrouvez aussi sur les grandes bouteilles les 37,5 de chez Dupont. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver aussi parfois sur on en reparlera peut-être dans un autre épisode sur des gueuses par exemple où on retrouve souvent un dépôt parce que les bouteilles ont été couchées aussi. Couchées aussi, ouais. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette. En tout cas, n'ayez pas peur si vous voyez une trace sur les bouteilles dans les rayons, c'est juste normal. C'est même un gage de qualité. Exactement, c'est même plutôt bon signe. Et si vous prenez des bières fort houblonnées, on peut aussi se retrouver avec des dépôts Oui, des dépôts de houblon qui se mettent dans le fond. Là, ça sédimente, c'est normal à cause de la conservation, mais voilà, n'hésitez pas. Plus il y a de dépôts entre guillemets, et plus il y aura de la matière dans la bière. Alors après, j'ai déjà eu des bières où la levure avait floculé. C'était pas très agréable non plus, ça par contre. Oui, évidemment, faut pas laisser traîner sa bière pendant des années dans sa cave, mais alors ça dépend lesquels, mais oui, ça dépend lesquels. mais enfin bon, je pense aussi qu'il faut pas secouer la bière comme des sauvages quand on a justement des bien bières. sûr, les dépôts de levure ou de houblon sont là pour on va dire faire évoluer la bière avec le temps, mais ça a besoin de reposer et pas d'être en mouvement dans la bouteille. Alors, pour ceux qui auront écouté le podcast avec Tristan, serveur à l'Extra Time, on parlait du BSB, donc c'est le certificat du bon service de la bière. C'est vrai qu'on apprend là à demander aux clients si ils souhaitent boire sa bière avec ou sans levure. Et donc, il y a toute une procédure, c'est un bien grand mot. Il y a une manière de servir, de laisser quelques centilitres dans la bouteille et la remuer avant de servir la fête de la bouteille si le client souhaite déguster la levure avec. Et ça permet, je vais dire un terme que je sens que je vais bafouiller, homogénéiser la levure dans la bière. Donc voilà, ça c'est vraiment au souhait du client, au souhait de la personne qui veut la boire, avec ou sans levure. Évidemment, la bière sera d'office beaucoup plus trouble, mais moi j'aime encore bien déguster avec la levure. C'est un autre aspect. Oui, il faut en tout cas alors retourner la bouteille et puis la remettre au service, que ce soit intéressant, parce que c'est vrai que juste le shot de levure. Non. Ici, moi, ce que je dis, c'est pas la shot de levure. C'est donc on verse la bière et on laisse 1 ou 2 centilitres dans la bière, ou 3 ou 4, je sais pas exactement, mais tu remues la bière et puis tu reverses dans la bière déjà servie pour avoir la levure avec tout le reste de la bière, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas juste pour boire la levure dans les 2-3 centilitres de bière qui restent. Il y en a qui font ça, qui se font le petit shot de levure. Ouais. Ça, moi, par contre, je ne fais pas. Ça m'attire moins aussi. Bah oui. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et déguste comme il veut. J'ai une petite question pour terminer cet épisode. De nouveau, j'ai la chance de t'avoir par rapport au magasin. Est-ce que tu remarques un intérêt de certains clients pour des styles historiques comme justement les saisons, par exemple? Alors j'ai envie de dire que pour les styles historiques, le public lambda va plutôt se diriger traditionnellement sur ce qu'il connaît.
Donc ça va être plutôt les bières d'abbaye et les trappistes. Hein. Oui, c'est bien ça. C'est un peu plus compliqué pour les gens naturellement ouvrir les saisons, mais voilà, je ne perds pas espoir grâce aux ateliers qu'on propose, que ce soit moi ou d'autres personnes. Hein, je veux dire, grâce à ce genre d'atelier, les gens apprennent à découvrir ou à redécouvrir des styles historiques. Oui. Et moi, je remarque quand même que quand je fais des ateliers et que je fais goûter des bières plus atypiques, les clients qui ont participé à l'atelier n'hésitent pas après à revenir, à tester même d'autres bières des brasseries que j'ai présentées lors des ateliers. Donc voilà, je pense qu'il y a une écoute, il y a une demande, même si elle n'est pas toujours... c'est pas toujours une démarche facile que les clients font d'eux-mêmes. C'est ça, ouais. Rien qu'en participant, ils font déjà une démarche de vouloir goûter d'autres choses. Et après, ça, je pense que ça peut les libérer pour vraiment acheter d'autres styles méconnus dans le shop, quoi. Oui. Mais justement, c'est bien souvent... je pense que c'est humain de se méfier de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est vrai que quand on découvre... Oui, puis c'est vrai qu'il y a aussi le climat économique qui fait que quand tu es dans le magasin et que tu es face à... je vais parler pour chez nous, mais tu es face à plus ou moins 900 000 références. Il y a la réalité du portefeuille qui est là. Et tu te dis quand même, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser des sous pour quelque chose que je risque de pas aimer? Oui. Alors que quand ils participent à l'atelier, finalement, les gens, ils sont obligés de goûter. Et donc après, finalement, ils trouvent que c'est pas si mal et ils osent faire le pas derrière. Alors, il y a mon esprit taquet qui veut prendre le dessus et qui me fait dire que on est bien d'accord quand tu dis 900 000, c'est 900 ou 1000 références, c'est pas 900 000 références. Tu me fais peur, tu me fais peur. Non. 900 ou 1000, ça fait déjà beaucoup, mais 900 000, ça fait beaucoup. Eh ben, écoute, je te remercie pour cette petite précision. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport aux dégustations qu'on a faites aujourd'hui. Non, juste faites-vous plaisir et n'hésitez pas à aller chercher chez vos cavistes des bières de saison pour l'été. C'est vraiment le moment idéal pour les déguster, les découvrir, et vous verrez que finalement c'est pas si mal et que il y a plein de choses intéressantes à découvrir dans les bières de saison. Et alors juste un petit détail pour revenir sur le BJCP. Le guide BJCP. Si vous êtes un petit peu face à l'inconnu par rapport à style, n'hésitez pas à aller voir justement dans le BJCP. Ils mettent toujours pour le style des références du style. Donc comme ça peut vous aiguiller éventuellement pour trouver une ou deux références. Alors évidemment il y a certaines références sur des styles, c'est beaucoup plus dur à trouver. Ici en Belgique, mais là en l'occurrence pour la saison vous trouverez facilement les références annoncées. Donc voilà, c'était un petit détail si vous voulez vous aider. Moi en tout cas j'ai passé un bel épisode avec ces saisons là. On donne une petite préférence Écoute, moi j'ai une petite préférence pour la dernière qu'on a dégustée, ouais. Alors moi je dois bien t'avouer que j'aime beaucoup la dernière, mais la classique, ce côté croûte de pelle, elle m'a vraiment plu, même si c'est pas ce qu'on donne directement en premier lieu dans le style. J'ai vraiment bien apprécié ce côté-là, donc je suis content d'en avoir rebu une aujourd'hui avec toi. Je te remercie de m'avoir invité pour cet épisode sur les saisons. C'était un plaisir pour moi aussi. N'hésitez pas à aller visiter les réseaux sociaux de Zitolo pour voir son actu et éventuellement si vous voulez participer à un atelier. Je pense que c'est une bonne chose. Vous trouverez toutes les infos et puis vous pourrez le contacter également si vous avez une demande particulière. Écoute, je te remercie. Moi aussi. On peut se dire au revoir. On se dit au revoir, on se dit à bientôt pour un autre épisode. De la bière patrie. De la bière patrie. Des Just. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.